Commentaire portant sur un article concernant la transidentité. C'est ce qui va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je vous avertis tout de suite que c'est un enregistrement un petit peu différent là, que la plupart que vous pouvez retrouver là, sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est un enregistrement que je produis en relation avec la lecture d'un article scientifique de type universitaire qui porte sur la transidentité, qui a été fait là, à partir d'une recherche qualitative. En fait, c'est un article que vous allez pouvoir avoir accès là, gratuitement en bas du lien web. Il s'intitule en fait Conceptualisation de la masculinité chez les personnes à transidentité femmes-hommes, une enquête qualitative. Ça, c'est le titre en français. Mais en tant que tel, c'est un article qui est écrit en anglais. Le résumé au début est en français. Mais c'est un article, pourquoi que je l'ai lu? Parce que bon, on entend de plus en plus parler là, de transidentité, donc des transgenres en société. C'est un phénomène qui est émergent depuis plusieurs années. Et j'ai décidé de me renseigner là, d'une manière détaillée là, sur le sujet à partir de sources scientifiques, puis pour, dans le fond, avoir une perspective là, sur le sujet. Donc, c'est un article qui est quand même assez ardu à lire. Là. C'est un article qui est technique. Là. C'est sûr que je vous en avertis, mais en même temps, je trouve ça plus intéressant que d'écouter là, des fois des gens sur le web que j'ai l'impression qu'ils disent n'importe quoi là, sur le sujet. Donc, c'est ça que je veux dire. Et puis, le but de la lecture de l'article, c'est de me renseigner par rapport au sujet et dans un esprit de partage pour vous partager mon intégration, parce que des fois, de parler des choses à voix haute, ça permet de mieux les comprendre. Bien, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les principales informations que j'ai trouvées intéressantes là, par rapport à cet article. Puis par la suite, je vais les commenter naturellement. Donc, c'est ce qui est au programme pour aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite là, par rapport à cet article que je trouvais très intéressant. En fait, il s'intéresse plus particulièrement à la transition des femmes qui deviennent des hommes en tant que transsexuels. Donc, c'est par rapport à ces personnes là, qu'a été faite l'étude. Et puis, à travers l'article, j'ai eu à me documenter là, par rapport à certaines expressions, comme l'expression cisgenre. Ça, c'est par rapport aux gens qui présentent une congruence entre le genre attribué à la naissance et le corps physique. Donc, ça comprend les personnes dont le genre déclaré correspond à leur sexe à leur naissance déclarée. Donc, il peut y avoir des hommes et des femmes cisgenres. Ce qui veut dire que moi, par exemple, si je suis né sur le plan biologique homme et que je me considère sur le plan de l'identité présentement comme un homme, donc on va dire que je suis une personne cisgenre. Tandis que la personne qui fait la transition, qui est transsexuelle, eh bien, ça peut être une personne qui est née homme et qui se considère sur le plan de l'identité comme étant femme, ce qui n'est pas pareil. Donc, c'est ça. En fait, là, je vais faire la lecture de l'article, je vais commenter naturellement aussi. Bon, la présente étude qualitative a pour but d'explorer comment les personnes qui ont fait la transition du sexe féminin au sexe masculin, FTM, si on résume, c'est-à-dire féminin to masculine, conceptualisent leur masculinité à l'extérieur des contraintes du modèle binaire. Donc, c'est sûr que c'est un article qui est allé qu'une étude qualitative et non pas quantitative, qualitative dans le sens d'explorer le vécu sur le plan phénoménologique. Donc, le phénomène de la transition identitaire là, d'une femme qui devient homme. Donc, on étudie la perspective subjective des gens concernés par rapport au phénomène et c'est ce qui m'intéresse, entre autres, là, à travers l'article, voir comment qu'eux autres vivent ça, comment ils perçoivent les choses aussi.
Donc, il est écrit aussi dans l'article, la masculinité, à l'instar de la féminité, soit considérée par les participants comme un ensemble de caractéristiques qui varient naturellement d'un humain à l'autre sans égard au sexe. Et ça, on va y revenir aussi, là. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un sexe masculin, mais au niveau de l'identité, se considérer comme femme et vice-versa. Donc, le fait qu'il y ait une divergence entre le sexe attribué à la naissance et le sexe sur le plan de l'identité que la personne se considère. Ce qui veut dire que c'est pas tout le monde qui sont des cisgenres, pour en prendre l'expression de tantôt. Et c'est ce qui amène aussi la transition identitaire. Donc, il est question dans l'article, l'un des enjeux fréquents que rencontrent les FTM, donc les femmes qui deviennent des hommes en soi, c'est dans le fond, quelqu'un qui veut aller à fond là-dedans, bon, la personne peut prendre des hormones, de la testostérone pour connaître des changements, mais il y a aussi naturellement la question qui va se poser, à savoir est-ce que la personne va faire des chirurgies? Parce que une personne peut, par exemple, il y a une chirurgie qui existe où il va, à partir d'une greffe de peau que la personne peut connaître pour se faire construire un pénis, ou il y a aussi une autre intervention qui peut être faite pour augmenter la taille du clitoris dans l'optique que ça se rapproche d'un pénis. Là. La femme qui se sent homme, qui va avoir un sexe masculin. Donc, il y a différentes interventions là, qui peuvent se faire par rapport à ça, mais c'est pas tous les cas qui vont aller de l'avant avec ça. Ensuite, il est écrit, à l'origine, il y a la théorie biologique du genre, et ensuite, dans les années 1960, il y a la théorie féministe du genre. Dans la théorie féministe du genre, tous les comportements liés au genre sont le produit de normes sociales variées et de donner un genre est en relation avec la perpétuation d'une norme sociale. Donc, c'est une vision de construction sociale, comme par exemple, c'est sûr qu'il y a eu le mouvement féministe qui ont revendiqué, entre autres, le droit des femmes d'aller sur le marché du travail. Donc, pourquoi ça serait juste les hommes qui pourraient avoir accès au marché du travail? Pourquoi que les femmes seraient reléguées là, strictement à élever les enfants? Que le genre féminin soit juste associé à ça. Donc, dans l'optique d'élargir le champ des possibles, entre autres pour les femmes, bon, ben, il y a eu le mouvement des féministes qui fait en sorte que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent sur le marché du travail. Il y a des femmes aussi, en lien avec le mouvement féministe, qui vont se retrouver dans des métiers non traditionnels. Prenons par exemple les femmes qui sont policières, où habituellement c'était majoritairement masculin. Même chose pour les métiers de la construction. Donc des femmes charpentières, menuisières, entre autres, et ainsi de suite. Donc, ça permet, en fait, le mouvement de féministe à certaines femmes de pouvoir s'actualiser pour réaliser des emplois qu'elles ne pouvaient, ou dans certains cas, c'était pas, le milieu familial ne voulait pas qu'elles travaillent, mais plutôt qu'elles restent à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, ça donne plus de possibilités. Le mouvement féministe, donc comme moteur d'amélioration de la condition sociale des femmes, ça peut avoir un certain impact. La remise en question certaines dans le fond, normes sociales associées aux hommes. Et ensuite, il y a eu l'apparition du modèle biosocial du genre qui tient compte de l'impact de forces biologiques et sociales en relation avec le concept de genre. Bon, ben c'est sûr, cette théorie-là, je la trouve intéressante parce que ça fait une synthèse entre la théorie biologique où tout simplement à partir du corps physique, bon, ben la personne a un sexe attribué à la naissance. Habituellement, elle naît, à part si elle est hermaphrodite, en général, c'est soit un sexe masculin ou féminin. Puis autrefois, ben, si la personne a un sexe masculin, on la considère comme étant homme, tout simplement, automatiquement. Là, après ça, ben, on fait... ça, c'est le déterminisme biologique lié à la nature du genre en fonction de la programmation génétique de la personne. Ensuite, on fait entrer en considération des variables subjectives. Donc, la façon qu'elle se représente la personne et ainsi de suite, la dimension construite sociale par rapport à l'identité de genre. Puis là, cette théorie-là fait la synthèse entre les deux, où il y a des composantes biologiques et sociales qui ont un impact sur l'identité de genre que va avoir la personne. Par la suite, par rapport au genre, il y a 3 théories, donc féministe, normes sociales, biologiques et biosociales.
Et c'est sûr, c'est intéressant à prendre ça en considération pour l'étude du phénomène des transgenres, parce que ça nous permet de mettre ça en contexte. Ensuite, les hommes qui deviennent des femmes et les femmes qui deviennent des hommes, c'est pas similaire. Il y a des particularités et ça, je ne m'y attendais pas, honnêtement. Quand j'ai lu l'article, ça m'a surpris. En fait, ce qui est dit, c'est que les hommes qui deviennent des femmes ont des résultats plus élevés que le groupe contrôle de femmes à l'échelle de la féminité. Alors que les femmes qui deviennent des hommes ont eu le même résultat que le groupe contrôle d'hommes à l'échelle de la masculinité. Donc, autrement dit, les hommes qui se sentent femmes, selon des tests qu'ils ont faits, des formulaires, des questionnaires, ben, ils scorent plus haut à l'échelle de la féminité. Donc, ils se comporteraient d'une manière plus féminine que des femmes elles-mêmes. Alors que c'est pas le cas pour les femmes qui deviennent des hommes. Donc, c'est particulier. Donc, est-ce que les hommes... Ce que ça dit, c'est que les hommes qui deviennent des femmes seraient plus efféminés que les femmes qui sont des femmes. Bon. En fait, ce qui est écrit, c'est que les femmes homosexuelles sont plus masculines que les femmes hétérosexuelles par rapport à différents aspects, que ce soit quand ils sont jeunes dans les jeux de poupées, de la préférence de collègues masculins aussi dans leur environnement. Et elle peut avoir plus de fantaisie d'être homme, et ainsi de suite. Donc, par rapport à ça, dans le fond, bon, je m'attendais un petit peu à ça. Ensuite, ce qui est dit, qui est très intéressant, c'est qu'une femme peut être masculine sans pour autant vouloir avoir un corps masculin. Donc, cette nuance-là, je la trouve intéressante dans le sens qu'il peut y avoir des femmes qu'on va dire qui sont tomboys. Bon, il y a des femmes qui vont aimer des sports de gars là, comme la lutte ou jouer au hockey ou s'entraîner physiquement, là, faire des gros exercices, ainsi de suite. Des fois, il y a des femmes aussi dans des milieux non traditionnels comme la construction auquel je faisais allusion, donc plus tomboy, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ces personnes-là ont une identité masculine ou ils veulent éventuellement être transgenres là, avec de la chirurgie là, en ce sens-là là, pour connaître une modification corporelle. Donc, dans le cadre de la recherche de l'article que je lis des passages depuis tantôt, c'est un échantillon de recherche de 6 personnes, et c'est pas beaucoup, mais bon, c'est de la recherche qualitative où on explore de manière plus détaillée là, leur perception des choses à travers des questionnaires formulaires. Donc, de 6 femmes qui veulent devenir hommes et qui prennent pendant au moins 3 mois des hormones. Donc, habituellement, ben, c'est sûr que la femme qui veut devenir homme va prendre la testostérone pour connaître des modifications biologiques là, dans ce sens-là. Donc, on parle de la méthodologie de recherche. Les participantes ont été enregistrées en audio et le verbatim de leur rencontre a été transcrite et on leur a posé des questions biographiques dans des questionnaires portant sur l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et leur définition de la masculinité. Donc, ça, c'est les variables qui ont été évaluées. Je lis toujours, en fait, mes notes. C'est la traduction de l'anglais vers le français. C'est pour ça que cet article-là scientifique, je l'ai lu à plusieurs reprises. Moi, ma langue d'origine, c'est le français, mais une fois de temps en temps, je vise à lire un article scientifique en anglais. Pourquoi? Parce que la culture scientifique au niveau international, c'est la langue anglaise. Vous allez retrouver l'essentiel des articles scientifiques en ce sens que si par exemple j'ai un article de quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est même en France, dans les Pays-Bas, ou peu importe l'endroit dans le monde, bon, la personne, disons que la personne est en Allemagne. Elle va probablement elle peut écrire l'article dans le fond en allemand puis en anglais. Mais habituellement, la deuxième langue, c'est l'anglais. Donc, si la personne est italienne, bon, on va retrouver l'article en anglais pour la communauté internationale. Si la personne elle parle français, bon, on va retrouver l'article en anglais pour la communauté internationale. Même chose pour l'allemand, comme je disais. Donc, peu importe la langue d'origine, habituellement, on va retrouver des articles en anglais. Donc, l'anglais étant la langue passe-partout, à mon avis, d'où la pertinence d'être capable de lire en anglais. Donc, c'est sûr que
un des objectifs à mon niveau à travers la lecture de cet article, c'est de garder mes compétences, être capable de lire en anglais, les garder à jour. Bon, en lisant l'article, je vais à faire quelques petites recherches de mots un peu plus techniques liées à la transidentité. Mais quand même, ça a bien été, là, fait que je suis content par rapport à ça. Mais je vais continuer la lecture, là, inquiétez-vous pas, là, en dépit de cette petite parenthèse que je fais. Donc, dans cette étude qualitative, il y a 10 thèmes majeurs qui ont ressorti de la recherche et 48 sous-thèmes. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5 catégories de thèmes par rapport au changement de la personne qui est femme qui devient homme, là, le passage au changement de l'identité. Donc, il y a le début, la recherche d'identité, l'identité réalisée, l'identité intégrée et l'actualisation de soi. Donc, c'est les 5 volets. Et c'est intéressant d'étudier ça en particulier, dans le sens que si un jour vous êtes confronté à des gens qui cherchent à changer d'identité, mais les différentes étapes que la personne peut vivre, c'est ça que je viens d'énumérer. Et c'est intéressant à étudier un petit peu comme les étapes du deuil que la personne peut vivre lorsqu'elle subit un événement d'une perte importante dans sa vie. Donc, quelqu'un perd son conjoint, la personne perd l'usage d'un membre suite à un accident d'automobile. Il y a différentes étapes qui ont été identifiées, comme par exemple la colère. En fait, il y a le déni. La personne, des fois, ne veut pas le voir. Ensuite, elle réalise qu'elle a perdu quelque chose, c'est la colère. Ensuite, elle peut vivre un état de dépression, puis ensuite se reconstruire. Une redéfinition identitaire suite au deuil, donc la reconstruction de soi. Ça, c'est les étapes liées au deuil. Mais par rapport au changement d'identité, ça, je ne l'avais jamais étudié. Puis vu que c'est un phénomène en émergence en société, puis des transgenres, on est susceptible d'en voir de plus en plus en société, compte tenu du fait que c'est médiatisé et que dans les écoles, entre autres, le lobby LGBTQ+, woke, donc, va être présent dans certains cas pour en faire la promotion, promouvoir puis normaliser le phénomène de la transidentité auprès des jeunes. Donc, que les jeunes peuvent, s'ils le veulent, changer d'identité, et ainsi de suite. Donc, ça devient à ce moment-là de plus en plus, à mon avis, pertinent de comprendre le phénomène. Donc, les étapes, le début. Donc, prenons, ici, c'est sûr que l'article s'adresse plus particulièrement à l'étude des femmes qui deviennent des hommes. Mais dans ces cas-ci, c'est que les F2 men, donc les femmes qui deviennent des hommes, vont vivre des émotions négatives par rapport à son identité de genre d'origine. Donc, la personne est née dans un corps de femme avec un sexe féminin, donc avec une vulve, puis elle a des émotions négatives par rapport à ça, et elle vit un inconfort lié à son identité féminine d'origine. Donc, on voit que ce qui est le moteur de la transition de l'identité par rapport au transsexuel, c'est vraiment lié au vécu subjectif, le vécu psychologique du phénomène. Ensuite, si la personne vit une déconnexion entre son corps et son esprit, donc elle évalue qu'elle a un corps de femme, mais qu'elle a un esprit d'homme, se sent homme, elle peut subir de la pression sociale à se sentir femme et avoir pour réaction de vivre de l'isolement, du camouflage et du questionnement. Donc, c'est sûr que l'identité transgenre vient du fait qu'il y a des femmes qui, dans leur représentation, leur identité qu'elles ont, elles se sentent hommes en réalité. Donc, ici, c'est sûr qu'on a une vision dualiste entre le corps et l'esprit. Donc, d'un côté, il y a un corps physique de femme, mais en même temps, il y a un esprit masculin qui habiterait le corps de femme. C'est cette vision-là qui est présentée, là, sous-entendue dans le propos. Là, c'est sûr, si la femme elle a un corps féminin, mais elle se sent avec un genre masculin et elle vit de la pression de l'environnement pour, dans le fond, faire des activités de femme, là, pour faire de la lutte ou un peu comme j'avais déjà vu... il y a plusieurs années, là, c'était soit dans une émission, un documentaire, là, il y avait une petite fille là, qui se sentait homme, puis on lui avait dit, si tu joues au hockey, tu peux, mais on va te donner un hockey rose. Ou tu sais, elle s'intéressait à des trucs masculins, mais en réalité, elle se sentait homme. Fait que là, souvent, c'est plus les hommes qui vont jouer au hockey. Et là, il cherchait comme à l'orienter d'une certaine façon, là.
Puis c'est sûr que dans certains cas, il y a une pression sociale à se conformer au rôle puis aux stéréotypes féminins. Puis la personne, c'est sûr que si elle vit de la pression sociale puis elle n'est pas à l'aise avec ça, ben elle peut se replier sur elle-même puis vivre l'isolement. Dans certains cas, c'est sûr que ça peut mener à une espèce d'effondrement dépressif. Du camouflage, la personne achète la paix avec son environnement, dans le sens qu'elle va se comporter comme une femme, ce qu'on s'entend d'elle en termes d'attente sociale binaire, de rôle stéréotypé en relation avec le genre qui lui était assigné à la naissance, dans le sens que si elle a un corps de femme, elle peut jouer le jeu avec une conformité d'apparence sur le plan social puis s'habiller en femme, alors qu'en réalité, elle voudrait s'habiller en homme puis faire des activités plus masculines. Donc, elle peut refouler ce qu'elle veut faire en réalité, comme par exemple jouer au hockey ou faire de la lutte ou travailler dans la construction. Là. Puis c'est sûr que le décalage entre le corps et l'esprit, naturellement, qu'une personne peut vivre dans ce cas, peut amener du questionnement. Ensuite, il y a la recherche d'identité. Lorsque la personne fait sa recherche d'identité, elle peut défier la norme. Donc, elle peut être rebelle. Par exemple, une femme se met à faire de la lutte. L'idée que les genres existent seulement par rapport à ceux qui sont opposés, par exemple, la masculinité existe versus seulement la féminité, c'est sûr, ça, c'est des dichotomies qui existent seulement par rapport à l'interprétation de normes culturelles et sociales. Donc, il y a des normes culturelles et sociales qui, en fonction du sexe qui est attribué à la naissance, vont chercher à amener les individus à agir d'une façon plutôt que d'une autre. Et c'est sûr que c'est dualiste. C'est sûr que si on prend, par exemple, dans le fond, dans les normes sociales, bon, la femme reste au foyer, puis l'homme va travailler, être le pourvoyeur. Donc, tu sais, il y a des stéréotypes comme par exemple, la femme peut pleurer, mais si un homme pleure, c'est pas masculin. Puis si une femme se met en colère, c'est pas féminin. Puis si un homme est pas capable de se mettre en colère, c'est pas nécessairement problématique, mais il y a même l'expression des émotions est en lien avec certains genres aussi. Là. Historiquement, aujourd'hui, c'est moins ça, là, je vous dirais. Ces catégories-là sont en train d'être déconstruites, mais sur le plan historique, c'était mal vu une femme qui se met en colère, puis un homme qui pleure, c'était mal vu aussi. Ensuite, il y a la réalisation de l'identité comme étape. Réalisation de l'identité masculine par rapport à une personne avec un corps biologique féminin à l'origine, ça passe par 3 changements majeurs, comme psychologique, prendre confiance dans la nouvelle identité, la personne s'assume plus, comportemental, adopter des comportements masculins, comme par exemple faire de la lutte, et physique, thérapie par hormones et changements corporels. Ça peut aller jusque-là. Ensuite, il y a l'intégration de l'identité, l'actualisation de choix. Rendu à l'étape de l'actualisation de choix, il y a une congruence entre l'identité du corps, c'est-à-dire le choix physique, et de l'esprit, l'identité interne. Donc, une unité entre les deux, il y a une harmonie. Donc, le décalage qui était là à l'origine entre un corps, par exemple, féminin et un esprit masculin n'existe plus parce que là, si la personne vit des changements au fil de sa transition, sa métamorphose, puis elle se ramasse avec un corps masculin, puis des comportements masculins, une psychologie masculine affirmée aussi en société. Donc là, à ce moment-là, elle est plus en équilibre là, par rapport à elle-même. Ensuite, il est dit que l'expression du genre, c'est une façon d'arriver à la validation sociale en regard de l'identité du genre. C'est sûr que derrière ça, c'est comment dire, la personne, disons qu'à l'origine est féminine, elle se comporte comme un homme, puis finalement la société la reconnaît dans sa dimension masculine. Bon, ben à ce moment-là, son identité masculine est reconnue. Ensuite, il dit que les changements corporels peuvent servir à restreindre l'écart entre le corps, identité corporelle, l'esprit, identité interne, dans l'optique d'en venir à se faire valider socialement en congruence avec leur identité dans le domaine social. De plus, si les modifications du corps sont fonctionnelles, elles peuvent servir à adhérer à un mode binaire. Sinon, il est dit que c'est pas tous les femmes qui deviennent qui s'évaluent comme étant des hommes qui veulent faire des procédures chirurgicales en relation avec leur changement de sexe. Le désir d'avoir un pénis chez elles est variable. Les transsexuels n'évaluent pas que la présence d'un pénis va altérer leur identité de genre.
Le but d'en avoir un serait de diminuer l'écart entre l'esprit et le corps. Beaucoup de femmes qui deviennent des hommes n'évaluent pas qu'il est nécessaire d'avoir un pénis pour avoir un corps masculin. Par contre, les cisgenrés évaluent que la présence du pénis est en relation avec leur masculinité et est requise pour être un vrai homme. Tu sais, c'est très différent. Et c'est sûr que là, ça nous ramène au phénomène de la subjectivité dans le sens que une personne qui naît avec un corps biologique femme qui, dans le fond, a une identité masculine, bon, ben, elle n'a pas nécessairement besoin d'en venir à avoir un pénis pour se sentir vraiment homme. Donc, c'est détaché de la condition biologique. Dans la société, la plupart des femmes qu'on va dire tomboy, c'est-à-dire avec des comportements masculins, ont de la pression de la famille et de la société pour se conformer à des valeurs féminines traditionnelles ou qu'elles agissent plus comme femmes. C'est en relation avec la binarité forcée, dans le sens que, par exemple, il peut y avoir des femmes qui, dans le fond, vont vouloir, je vais vous donner un exemple là, caricatural, admettons la femme, elle veut faire de la lutte, elle a un côté tomboy, puis les parents vont dire non, toi tu vas faire du ballet, parce que c'est féminin. Donc, réorienter la femme par rapport à des rôles plus traditionnellement féminins. Ça, c'est en lien avec une binarité qui est imposée à la personne en lien avec son identité de genre à la naissance. Et c'est sûr que ça va réprimer l'expression de choix de certaines personnes, puis si la jeune personne n'a pas d'intérêt pour le ballet, puis tu les forces à faire ça, au lieu de faire de la lutte, du foot ou du hockey, mais la personne va être contrariée, elle va être frustrée. Donc, ça ne va pas dans le sens de l'épanouissement personnel. Sinon, je poursuis l'article. Les normes traditionnelles masculines qui ont façonné les attentes sociales par rapport à la masculinité, comme le contrôle émotionnel et l'évitement de la féminité, a tendance à augmenter chez les hommes chez genre. A tendance à augmenter. La dépression, OK, va les amener à ne pas chercher de l'aide. OK, en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, ce qui arrive, c'est que les hommes qui sont masculins, là, ils vont chercher à contrôler leurs émotions, éviter l'expression de comportements à caractère féminin, comme par exemple pleurer, ce qui va faire en sorte que si ils sont confrontés à une situation difficile, ils vont dire non, moi je suis tough, je suis fort, la personne ne va pas aller vouloir consulter un psychologue, un travailleur social ou autre intervenant. Et la problématique, c'est que les femmes qui deviennent des hommes vont se comporter comme eux. Puis ils vont s'exposer aux mêmes failles de comportement, là, c'est-à-dire que les gens en zone de vulnérabilité, au lieu de consulter, vont dire non, je suis fort, je suis capable de passer à travers. Mais ça peut être des gens qui vont mal vivre des dépressions ou des situations difficiles parce qu'ils n'oseront pas aller recourir à de l'aide. Donc, dans certains cas, il y a des femmes qui deviennent des hommes qui vont intégrer les mêmes travers que les hommes de la communauté masculine qui, traditionnellement, n'avaient pas tendance à aller consulter différents intervenants, là, comme des psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres ou autres. Là, Donc ça fait partie des failles qu'il peut y avoir. Ensuite, il y a une distinction entre l'identité d'homme et la masculinité comme genre d'expression. Et ce qui est dit dans l'article, c'est que ça prendrait une distinction entre les femmes qui deviennent des hommes et des femmes masculines, qu'on va dire de type tomboy, parce que ce genre d'expression n'est pas toujours l'indication de l'identité de genre. Et là, ça devient subtil dans le sens que si, par exemple, quelqu'un travaille, une femme, disons, dans un milieu masculin. Bon, la femme est mécanicienne automobile, elle a des comportements masculins, elle aime parler de char, elle n'est pas intéressée à la robe, au maquillage ou au talon haut. Donc, elle va s'intéresser aux matchs de hockey, la lutte, le football, puis des choses comme ça. Bon, on va dire qu'elle a des intérêts à caractère masculin. Elle peut se comporter d'une manière plus masculine parce que de l'intérêt pour mécanique auto qui est associé aux hommes traditionnellement. Par contre, ça ne veut pas dire que cette personne-là, pour autant, se considère comme étant un homme, puis elle veut vivre des transformations sur le plan physique liées à un changement d'identité. Donc, il y a des nuances. Ça se peut que quelqu'un se considère comme étant femme tout en ayant des expressions comportementales de type tomboy, comme la femme masculine qui travaille comme mécanicienne automobile, puis qu'elle soit hétérosexuelle.
Donc, c'est pour ça que c'est important de voir un peu plus clair. Là, je suis content de l'article parce que ça permet de mettre des nuances sur certaines choses. Et donc, le genre d'expression, c'est pas toujours le même que l'identité que la personne évalue qu'elle a. Donc, et c'est sûr qu'au contraire, si la personne camoufle son identité réelle, puis est dans la conformité d'apparence auquel je faisais allusion tantôt, bon, ben, ça se peut que ça soit une femme qui se met à faire du ballet, mais en réalité, elle aimerait ça faire de la lutte. Puis en réalité, sur le plan de l'identité, dans ce cas, la personne peut se représenter comme étant homme, mais étant brimée. La personne peut être brimée aussi par rapport à un contexte socio-culturel qui n'est pas propice à ça, dans le sens que si la personne vit en Afghanistan, puis la personne en réalité voudrait faire des études avancées à l'université et la personne est de sexe féminin, bon, ben, elle ne sera pas bienvenue pour faire des études avancées. Puis même si elle a une identité masculine qui est associée aux études avancées en Afghanistan, ben, elle ne sera pas bienvenue dans une université au moment où je vous parle, parce que les talibans ont pris le pouvoir, puis les femmes n'ont pas le droit de faire des études supérieures. Donc, et elle va être obligée de se conformer en apparence, parce que sans ça, elle peut être attaquée par les talibans ou avoir des mesures de représailles là, importantes. Là. Je vais continuer. Donc, on parle du diagnostic du désordre de l'identité du genre venant du DSM et que le critère pour le déterminer est entre autres par le désir insistant que la personne va avoir de changer de sexe et l'inconfort avec le sexe assigné à la naissance. Donc, les critères qui vont amener à identifier qu'il y a un désordre, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une non-adéquation entre le genre d'origine et le genre que la personne évalue a, ben, ça repose sur ce que je viens de nommer. Mais le point, c'est que quand on regarde ça, c'est très subjectif. Donc, le désir insistant, bon, ben, c'est sûr que si la personne se fait induire l'idée à travers la visite de sa classe par des promoteurs du mouvement LGBTQ, que ça peut être bien si la personne ou de se questionner à savoir est-ce qu'elle a le bon genre, etc., puis qu'elle peut choisir. Ben, tout ça, il y a des nuances. Parce que c'est sûr que dans un sens, ça peut être bien que si la personne à l'intérieur d'elle-même est refoulée, puis elle se sent homme, qu'elle puisse se sentir homme, puis qu'il y ait des structures sociales qui favorisent ça, qu'il y ait un contexte d'accueil, d'acceptation par rapport à ça. C'est déjà là, oui. Par contre, si la personne se sent femme, puis elle se fait exposer des gens qui visitent sa classe, qui induisent un questionnement, à savoir, est-ce que vous vous sentez vraiment dans la même genre que votre identité biologique? Puis là, le questionnement est comme insistant. Puis là, la personne, elle commence à vivre du doute alors qu'elle n'en vivait pas avant. Puis là, elle se met à vivre du stress avec ça. C'est pas nécessairement sain, ça dépend. C'est ça que c'est tout le temps à double tranchant des choses qui peuvent être faites, dans le sens que poser la question, puis si la personne elle réalise, ouais, elle était refoulée, puis en réalité, elle se sent homme, puis bon, ça favorise une meilleure adéquation entre le corps et l'esprit. Dans un sens, ça peut être sain. Mais si au contraire, la personne se sentait femme dans un corps femme, puis là, elle commence à vivre du doute, puis de l'anxiété, puis du stress, c'est pas nécessairement sain. Aussi, vu qu'il y a une dimension... En fait, la question de l'identité sexuelle est très subjective. Depuis le début de l'article, puis je suis content parce que c'est un article à caractère phénoménologique, c'est-à-dire le vécu de la chose à partir de la subjectivité de la personne. Bon, ben, si c'est très subjectif comme ça, on pourrait dire, par exemple, que quelqu'un qui se ferait induire par les parents, mettons, c'est une jeune fille, elle se fait répéter par les parents qu'elle a une identité masculine ou qu'on l'oriente par rapport à des comportements masculins et qu'on laisse sous-entendre que c'est un homme dans un corps de femme. Un peu comme on peut induire à quelqu'un que dans une vie antérieure, il avait été un homme, puis qui est encore imprégné de cette vie-là intérieure, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est la personne qui est. Donc, ce type d'induction-là pourrait amener à ce moment-là le développement de transidentité chez certaines personnes. Et ça peut aller loin, dans le sens que si quelqu'un se fait répéter depuis qu'il est jeune qu'il est la réincarnation d'un oncle qu'il avait à la mère, mais qui est décédé, et que la jeune fille croit ça, qu'en réalité est un homme dans un corps de femme, ben,
à ce moment-là, peut-être qu'à un moment donné, on va faire des démarches pour en venir à avoir un corps masculin, pour éliminer le décalage entre les deux. Donc, l'induction ou l'intégration de mémoire associée à ce que certains vont appeler des vies antérieures et parallèles peut, là c'est sûr, je pousse très loin, là, être en relation avec ce phénomène-là. Il peut y avoir différentes inductions par rapport à ça qui vont amener des gens à vouloir changer d'identité. Mais bon, je pousse un peu, là, ça ne doit pas courir les rues. Là. Mais bon. Ensuite, en lien avec l'article, il est écrit que l'identité masculine existe séparément du genre d'expression de la masculinité et de la féminité. Les changements corporels ne sont pas fondamentaux à l'identité, mais une façon de réduire la déconnexion entre l'esprit et le corps. Donc, c'est ça, c'est intéressant à prendre ça en considération, là. C'est comme on l'a vu, c'est qu'il y a des femmes qui sont plus de type tomboy, qui ont des comportements à caractère masculin, mais ils n'ont pas pour autant une représentation elle-même de genre masculin et ils peuvent se sentir, par exemple, pareil comme en ayant une identité féminine. Même si elles n'ont pas des comportements traditionnellement associés à la féminité. Ce qui est subtil. En fait, pourquoi je vous ai partagé, entre autres, la lecture de cet article? Bon, dans un premier temps, je l'avoue, il y a une dimension égoïste à ça. C'est, pour moi, dans le fond, intégrer la lecture de l'article que j'ai fait, parce que une des meilleures façons d'intégrer une information auquel on est exposé, ben, c'est naturellement d'en parler à voix haute. Et l'autre volet aussi, c'était de mieux cerner les subtilités. Parce que la question de la transidentité implique beaucoup de subtilités, beaucoup de construits aussi à caractère intellectuel et psychologique. Puis en même temps, vu que c'est un phénomène en vogue dans notre société, c'est intéressant de s'y attarder parce qu'on entend de plus en plus parler dans les réseaux des médias officiels ou officieux, les médias alternatifs. Puis ce qui en découle de tout cet article-là, c'est la place que prend la subjectivité de plus en plus grande dans la société pour que la personne, dans le fond, dans un contexte aussi de société individualiste, les sociétés occidentaux où on connaît l'émergence des transgenres, là, que ce soit au Canada, en France, en Suisse. Bon, beaucoup de gens dans la francophonie qui sont susceptibles d'écouter cet enregistrement qui est en français. On a un contexte social où la dimension individuelle est valorisée, l'expression individuelle, et dans l'expression individuelle, naturellement, il y a l'expression identitaire. Le rapport individué à l'identité sexuelle se pose aujourd'hui, un peu comme autrefois, il y avait le rapport individué à la notion de travail, où ce que la personne va faire des choix de carrière, qui s'est posé dans les sociétés occidentales. Bon, il y a eu en lien avec ça des conseils d'orientation, alors qu'autrefois, dans d'autres sociétés, bon, ben, si la personne naissait dans une famille, puis le père était cordonnier, elle devenait cordonnier. Puis si on prend des sociétés encore pires avec le système des castres, prenons par exemple en Inde, bon, ben, tout dépendant de la caste que la personne elle appartient, c'est ce qui va déterminer son rôle professionnel. Donc, les structures sociales ont un impact déterministe. Si la personne, par exemple, dans une société, elle vient d'une famille d'esclaves, ben, automatiquement, la personne devenait esclave. Même chose pour un roi ou une reine. Pour des raisons de reproduction sociale, la personne n'est reine, elle continue à être reine. Ça, c'est en lien avec des normes sociales. Et au niveau des normes sociales par rapport à l'identité, c'était quoi? Bon, ben, la personne née avec un corps biologique femme, bon, ben, elle est automatiquement femme. La question ne se posait pas, alors qu'aujourd'hui, la question se pose. Et c'est sûr que dans cette optique-là, c'est quoi qui s'opère? Ben, c'est une prise en considération de la subjectivité de l'individu. Donc, dans le sens que si une société est ouverte à reconnaître qu'une personne, par exemple, qui est un corps biologique féminin à la naissance, mais qui se sent homme, et qu'on lui reconnaît qu'elle peut avoir une identité masculine, et que, dans le fond, elle va être acceptée, accueillie comme ça, ben c'est quoi? C'est une plus grande prise en considération de la subjectivité de la personne par rapport à une société.
c'est une forme d'ouverture à l'actualisation individuelle, alors que dans d'autres contextes, c'est pas possible. Donc, c'est ça qui est intéressant à prendre en considération. Donc, j'espère que la lecture, j'ai commenté plusieurs passages là, de cet article-là. C'était sûr que c'était spécifique par rapport aux femmes qui vivent la transition pour devenir des hommes. Et bon, le contraire a pu être abordé aussi en détail. Mais je trouvais quand même bien là, par rapport à cet article il y avait une mise en contexte aussi là, par rapport à ça, là, dans le sens qu'au début, on a parlé des différentes conceptions là, par rapport à l'identité là, sur le plan historique. Donc, pour récapituler ces éléments-là importants quand même, il y avait la théorie biologique, théorie féministe et théorie biosociale qui nous permettent d'appréhender le phénomène à différents niveaux. Donc, c'est ce qui va compléter la lecture de cet article. En fait, ça m'a pris plusieurs semaines à lire ça, mais je suis arrivé. Et j'ai été content là, de vous partager ça aujourd'hui parce que ça représentait un défi intellectuel pour moi. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.